Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Nous prenons la suite de notre cours concernant toutes les règles relatives à la cacheroute de Pessah. Nous en étions arrivés à la coutume ashkénaze interdisant les légumineuses. En vérité, je vous dirais d'emblée que, contrairement à ce qui est affirmé ici, le principe relatif aux légumineuses, cette interdiction concernant les légumineuses, de quoi s'agit-il? Il s'agit de graines qui ont été cultivées dans le même périmètre des sels, les fameuses 5 céréales qui sont interdites pendant Pessah parce qu'elles sont susceptibles de, sous l'action du feu, de la chaleur ou ou du froid, oui, en effet, de monter et de devenir chametz. Donc, bon, les 5 céréales, on les connaît, le blé, l'orge, l'épeautre, etc. Mais les autres, a priori, ne sont pas interdits. Donc certains les permettent, d'autres les permettent pas parce que, encore une fois, traditionnellement, ils sont cultivés dans le même endroit. Et puis il y a des usages qui sont vraiment à mi-chemin entre les deux. Parce qu'on dit habituellement que ce sont les Ashkénazim qui interdisent les kitniot et que les Sfaradim le permettent. C'est pas tout à fait exact. Parce que déjà, le mot séfarade, qui est souvent utilisé aujourd'hui, un petit peu à tort et à travers, il incarne un monde dont l'héritage de Halakha est très très riche de différences. En effet, les séfaradim des communautés dites en hébreu de Haedot HaMezrach, c'est-à-dire les communautés du Moyen-Orient, tous ces juifs qui ont vécu dans les pays arabes qui sont tout autour d'Israël, aux alentours de la terre d'Israël, ils ont une tradition qu'on appelle séfarade, mais qui en vérité sont plutôt orientales. Les communautés séfarades sont plutôt celles d'Espagne et d'Afrique du Nord, qui sont vraiment séfarades, c'est-à-dire qu'elles ont gardé un héritage des décisionnaires du monde d'Espagne et d'Afrique du Nord. Pourquoi d'Afrique du Nord? La Tunisie peut-être mise à part, qui ressemble plutôt aux communautés moyen-orientales, mais l'Algérie et le Maroc ont en général des traditions religieuses et des usages qui sont empruntés pour la plupart à l'héritage rabbinique d'Espagne. Et par exemple, les 3 plus grands maîtres d'Algérie provenaient eux-mêmes d'Espagne, qu'il s'agisse du Ribach, du Rajbas, mais également de tous leurs élèves, qu'il s'agisse des grands maîtres du Maroc. Toutes ces communautés ont donné des éclairages dans le monde de la halakha et des chidushim qui sont assez intéressantes, qui affirment une originalité sur le plan de la tradition. Et c'est ce qui fait qu'il y a tellement de minhagim différents. Qu'est-ce que c'est le mot minhag en hébreu? Le mot minhag, on traduit habituellement par un usage. Alors, il est opportun d'affirmer ici que un des dictons les plus connus sur les minhagim, c'est Kol minhag Israël Torahi, que tout minhag du peuple d'Israël constitue en soi une Torah. Et contrairement à ceux qui ont une tendance à relativiser la valeur d'un minhag, un minhag, ça a une valeur très importante pour celui qui a grandi, qui a vécu là-dedans et qui l'a reçu en héritage. En général, ceux qui méprisent les minhagim sont ceux qui n'ont pas de passé religieux, tout simplement. Ce qu'on appelle les Baalei Teshuvah, ou même des gens qui se convertissent au judaïsme mais qui n'ont pas une tradition particulière à laquelle ils veulent bien se rattacher. Des fois, il en est pour qui, d'un point de vue affectif, leur tradition, elle est évidente pour eux. Par exemple, même si leur maman n'est pas juive, sinon ils ne seraient pas en conversion. Mais par exemple, leur père étant juif, si leur père est séfarade, alors ils auront une tendance à vouloir suivre les traditions séfarades. Si le père est ashkénaze, ils voudront suivre la tradition ashkénaze. Et puis d'autres, c'est en fonction de la tradition du rav avec lequel ils ont étudié, où ils ont reçu les principaux éléments et contenus de la Torah. Mais tout est en soi légitime. Il est tout aussi légitime de se reconnaître dans tel ou tel héritage. La question de savoir quelles sont les règles. Il y a des règles pour cela aussi. Donc, en ce qui concerne un juif qui est né de père et de mère juifs, en général, la tradition des usages, des halakhot familiales, doivent suivre toujours le minhag du père lorsqu'il s'agit des minhagim familiaux.
lorsqu'il s'agit de minhagim purement individuels, il arrive parfois que cela peut être le minhag soit du chef de famille, du père, soit même de la mère qui elle-même suivra les traditions de ses pères. Il n'y a pas ce qu'on voit dans la société civile où on passe son temps à s'éventrer ou s'évertuer à savoir qui est le chef, et qui est-ce qui domine, qui c'est qui plus que l'autre. Ça, il n'y a pas de débat. Enfin, chez les gens sérieux dans la halakha, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la halakha, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois pour les anciens, un père comme une mère sont aussi importants et indispensables l'un que l'autre. Chacun doit être exactement ce qu'il doit être d'après la halakha, et surtout, il ne doit pas chercher la place de l'autre. C'est très important. Maintenant, sur le plan de la halakha, justement, si la halakha a fixé des règles, c'est pour qu'ils ne se disputent pas. Imaginez qu'un homme, il étudie la Torah avec son rave. Et comme aujourd'hui, c'est devenu une mode, les femmes qui étudient la Torah avec son rave, une femme avec son rave, ou avec une rabbinite, c'est encore plus à la mode. Ah oui, mais ma rabbinite, elle m'a dit, et mon rave, il m'a dit, ça veut dire que les rabbinites qui sont là pour veiller à une unité au sein du couple, ça va donner quoi? Ça va donner une dispute au sein du couple à cause de la Torah. C'est tout le contraire de la vocation de la Torah. Il n'y a pas mon rave et mon rave, c'est quoi ça? On peut avoir chacun un rave en ce qui concerne l'étude, en ce qui concerne l'enrichissement culturel de la Torah, bien sûr. Mais en ce qui concerne la halakha, ça ne marche pas, cette histoire de dire mon rave et mon rave. On doit suivre un seul, qui est celui de la famille, et qui en principe doit être celui du mari. Pourquoi celui du mari? Alors, c'est pas parce qu'un homme il est plus important qu'une femme, alerte aux féministes, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. C'est parce que c'est un homme qui a l'obligation, lui, de veiller au respect de la halakha. Une femme a d'autres obligations dans ce domaine. Par exemple, dans le domaine de certaines traditions purement, parfois culinaires, et surtout dans le domaine de l'intimité conjugale, une femme, elle peut très bien avoir des usages familiaux qui sont propres aux mères de la famille, à la grand-mère. Et bon, Marie ne va pas commencer à se mêler de ça. C'est un cas, par exemple, où évidemment, au nom du respect de l'intimité et de la sensibilité de son épouse, alors elle fera ce qui est en usage vous comprenez. Mais dans tous les cas de figure, l'autorité halakhique d'une famille, ça doit être le père de famille, ce qui ne signifie pas qu'il ne doit pas y avoir de communication et discussion. Pour nous, un rave, que ce soit le rave d'une communauté, d'une yeshiva ou même le rave d'une famille, c'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui assume une fonction et qui doit être le plus exemplaire dans la manière d'assumer cette fonction. Alors c'est quoi l'exemplarité? C'est par exemple enseigner une règle, veiller au respect de cette règle, mais aussi la rendre audible, cette règle, lui donner des explications, lui donner même une motivation. Tout ça, c'est l'intelligence de la Torah et de son étude. En ce qui concerne le minhag, vous avez parfois, j'ai entendu ça souvent quand j'étais un peu plus jeune, notamment chez ceux qui n'ont pas de passé religieux, qui vous disent par cœur un mot qu'ils ont entendu un jour, que l'on prête au Rav Frida, que d'autres prêtent avant le Rav Frida au Rav Lari, le fameux Arizal, Rav Yitzhak Luria, un des plus grands kabbalistes de sa fête, selon lequel Minhag, c'est les mêmes lettres que Gehinam. Gehinam, vous savez, c'est la GN. GN, c'est-à-dire ce que les chrétiens appellent l'enfer. Gehinam. Et donc, effectivement, les mêmes lettres du mot Minhag, c'est Gehinam. Maintenant, quand quelqu'un est un arrogant ou quelqu'un qui n'a pas du tout de culture religieuse, quand il utilise ce mot-là, que Minhag, c'est les mêmes lettres que Gehinam, c'est pour cracher sur ceux qui ont un passé religieux et qui ont un héritage. Donc c'est pas très intelligent, c'est pas respectueux et c'est surtout tout simplement faux. Par contre, lorsque effectivement le Harizal a parlé de cela en disant que Minhag c'est les mêmes lettres que Gehinam, dans quel cas il a dit ça? Dans le cas où le Minhag en question, soit ça n'est pas un Minhag kasher du tout, c'est un Minhag inventé, soit c'est un minhag qui est fait de travers, exactement comme les lettres du mot minhag qui sont lues de travers. Alors ça dans Gehinam. S'il est fait de travers, c'est-à-dire s'il est interprété
et il est remasterisé, comme on dirait aujourd'hui, et qu'il est, vous voyez qu'il est revu à la baisse ou à la hausse, sans aucune boussole, sans aucun rave, sans aucun Talmid Chacham qui vient éclairer la question. Alors oui, dans ce cas-là, effectivement, le minhag peut devenir un guéinam. Mais c'est pas une prétention, une vocation que le minhag, au contraire. Sinon, alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Kol minhag Israël Torah, et que tout le minhag d'Israël est une Torah? C'est justement pour ne pas avoir à démoniser ou à désacraliser un minhag que ça a été dit par nos sages. On doit respecter les minhagim. Pourquoi les minhagim sont si importants? Parce que le mot minhag, c'est ersheno hagim ba'alacha. Comment on se comporte dans le domaine de l'alacha, c'est-à-dire la halacha vivante, la halacha qui n'est plus figée dans un texte écrit, mais dans une réalité vivante. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un commence à taper sur les minhagim ou les gens qui s'en moquent, en général, ce sont des ignares. Je ne dis pas des ignorants, des ignares. C'est quoi la différence entre un ignorant et un ignare? Un ignorant, il ignore quelque chose, mais il peut être intelligent et apprendre de nouvelles choses. Un ignare, c'est qu'il est ignorant et fier de l'être. Et qui, en plus de ça, il se permet de donner son avis. Ça, c'est un ignare. Donc, ici, au Hashem, il n'y a pas d'ignare, il n'y a pas d'ignorant, il y a déjà des savants, hein. Simplement, chacun à un niveau différent. Et au Hashem, on va essayer justement ensemble de comprendre pourquoi ces différents minhagim et pourquoi, fondamentalement, tous les minhagim ont pris naissance dans des communautés religieuses avec des autorités qui sont toujours des autorités rabbiniques respectables. Et déjà, le meilleur des minhagim à avoir, c'est de s'habituer à respecter les autorités rabbiniques, quelles qu'elles soient, même si elles sont différentes de celles auxquelles on est habitué. Pourquoi c'est un bon minhag? C'est pas pour adopter tous les minhagim. Il faut quand même choisir une voie, il faut choisir un rave. Mais c'est parce que c'est une démarche qui n'est pas qu'une démarche d'humanité. C'est une démarche d'intelligence de Torah. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui respecte. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est capable de respecter même une autorité en laquelle on ne se reconnaît pas. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre qu'il y existe Shiverim Panim la Torah, 70 visages d'une même Torah. Mais faites attention, 70 visages d'une même Torah ne signifie pas 70 Torah. Vous comprenez la différence? Il y a, à partir de la Torah, il y a toutes les déviations religieuses possibles, imaginables qui ont pu exister. Et je ne parle pas que du christianisme ou de l'islam, je parle au sein même du judaïsme. Tous les judaïsmes libéraux de l'histoire ne sont rien d'autre que des judaïsmes qui, à un moment donné, ont été vécus par des juifs qui ont décidé de dire, bon, ben, les rabbins, ils disent ça, mais nous, on dit ça. Carrément. C'est pas une démarche de quelqu'un qui respecte la Torah, les mitzvot et les hachamim comme la Torah nous le demande. Quoi qu'il en soit, revenons quand même à notre question concernant cette fameuse coutume ashkénaze et pour certaines également de communautés séfarades d'Afrique du Nord concernant les kitniyot. Le chametz que la Torah a interdit, écoutez bien à présent, le chametz que la Torah a interdit, c'est celui qui est créé à partir de l'une des fameuses 5 céréales que j'ai souvent citées, que je vais rappeler à présent, le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Essayez de retenir parce que ça fait partie des choses qui sont souvent demandées. Mais quant aux légumineuses, qu'on appelle en hébreu des kitniyot, comme par exemple le riz ou les lentilles, elles ne peuvent fermenter et elles ne sont pas interdites. Cependant, à l'époque des Rishonim, c'est-à-dire les rabbins du Moyen-Âge, il y a environ un peu plus de 700 ans, quand de nombreux juifs se furent installés dans les villes, eh bien on commença d'être rigoureux, notamment dans certains pays ashkénazes, en interdisant la consommation de ce qu'on appelle en hébreu les kitniyot ou de légumineuses à Pessah. Et il faut comprendre que c'est pas pour casser les pieds aux gens. Il y a cela 3 raisons. En tout cas, on a retenu ici 3 raisons. Premièrement, les citadins, ceux qui vivaient dans les villes, connaissaient moins les diverses espèces végétales et il était à craindre qu'ils ne confondent entre
les fameuses légumineuses, qui elles étaient permises sur le plan de la halakha stricte, et les céréales qui étaient interdites et qui leur ressemblaient comme deux gouttes d'eau. À moins d'être soi-même un cultivateur ou un paysan ou un vrai connaisseur de tout ce qui concerne l'univers botanique, eh bien tout le monde n'est pas capable de distinguer entre une graine qui est totalement chametz et une graine qui... Les gens expérimentés, oui, mais pas tout le monde. À cause de ce risque-là, visiblement dans l'histoire, il y a eu des problèmes, il y a eu des mélanges. Donc c'est la première raison que les poskim ont rapporté. Une deuxième raison à l'habitude de respecter ce minhag des fameuses kitniyot, c'est qu'on avait l'habitude de cultiver et d'entreposer les céréales et les légumineuses dans les mêmes lieux. Ça, c'est des raisons purement pratiques. On s'est rendu compte que dans les fermes, dans les entrepôts, eh bien, c'était dans les mêmes lieux où on mettait des choses qui étaient complètement hamès et les légumineuses qui leur ressemblaient, qui ne l'étaient pas, mais qui étaient entreposées dans les mêmes endroits. Avec, imaginez, le risque de voir des mélanges entre espèces. Il était donc à craindre qu'elles ne se mélangent les unes aux autres. Et plus moderne est le cadre où l'on vit, plus ces craintes ont lieu de s'accroître. C'est-à-dire que plus on vit dans un mode de vie moderne, où ce qui prévaut, c'est cool, détente, luxe, vous voyez, toutes ces expressions toutes faites que les gens adorent dans la nouvelle génération, quand on privilégie toujours ça, alors du coup, on fait moins attention à ce que pour certains, ça relève du détail. Ouais, bon, ça va, c'est pas grave. Dès qu'on relativise une règle ou des avertissements qui ont été recommandés par nos sages pour éviter de tomber dans une transgression, alors c'est certain qu'on tombe toujours dans la faute. C'est un clair. C'est comme ça. C'est la nature humaine qui est comme ça. C'est pas parce que les gens sont méchants ou mauvais ou idiots. C'est parce que d'abord, on a tout ce qu'on appelle le Yetzer Hara, un mauvais penchant. C'est quoi le mauvais penchant? C'est nous, hein, c'est pas personne d'autre. C'est cette attitude qui consiste tantôt par la paresse, tantôt la paresse. Quand je dis la paresse, c'est pas une paresse maladive. On n'a pas envie de se casser la tête. C'est ça que j'appelle la paresse. Ou alors, tout simplement, un souci, une préoccupation plus importante à ce moment-là. Mais quelle que soit la raison, dès le moment où l'on prend les choses à la légère, alors il arrive qu'on va prendre au second degré et de manière moins sérieuse une règle qui pourtant est des plus fondamentales. C'est la raison pour laquelle ça a été ici précisé de manière intelligente. Nous avons une troisième raison invoquée par les poskim, puisqu'on a l'usage de faire également de la farine à partir de ces fameuses légumineuses, il est à craindre que l'on en vienne à confondre les farines. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, si on est très attentif à tout ce que nous disons, on peut arriver à éviter tout cela. On n'est pas obligé, on n'est plus au Moyen-Âge, d'accord? On peut dire qu'aujourd'hui, bon, ça va, faut pas exagérer. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre paquet de riz avec en plus une étiquette Kasher Lebessa. Oui, aujourd'hui, vous avez pratiquement tout en Kasher Lebessa. Des fois, c'est même ça relève presque du délire. Vous avez en Israël et même dans certains magasins Kasher à Paris, vous avez des pâtes Kasher Lebessa. Nous, ça nous fait rire parce que quand on pense que pour Pessah, on mangeait très bien, mais bon, pour vraiment se mettre dans l'ambiance de Pessah, on n'aurait jamais, ne serait-ce que pour ne pas créer d'ambiguïté psychologique, on n'aurait jamais eu l'idée de penser à faire des gâteaux qui ressemblent trait pour trait aux gâteaux classiques de Kasher Lebessar, comme le Hametz. Et on a beau nous dire que c'est pas la même recette, mais ils ressemblent, c'est incroyable. Vous avez des baba au rhum Kasher Lebessar. Quand vous voyez la tranche, excusez-moi, je me suis laissé aller, quand vous voyez la tête d'un baba au rhum, et on a beau vous dire qu'il est pas Hametz, vous n'êtes pas convaincu quand même. Hein? Ensuite, quand on vous sort des pâtes Kasher Lebessar, quand on vous sort des pizzas Kasher Lebessar, et j'en passe, là on est un peu dans... Enfin, pour ceux qui, comme moi, ont atteint un certain âge, une génération avec une certaine expérience,
on n'a pas beaucoup de sympathie pour cette façon de vivre le Pessah. On a l'impression que c'est que de la mise en scène, quoi. Et alors, oui, c'est vrai que techniquement, si en plus ils bénéficient d'une cache-route, techniquement ils sont cachers. Il n'y a pas la fameuse espèce. Alors regardez, on est passé d'une extrême à une autre. On va faire attention aux kitniyot. Pourquoi? Parce que il y a un risque, etc. Et puis après, on balance tout et on permet tout. Ça devient, vous voyez, donc il y a une question de logique. Bon, cette dimension-là, on en parlera plus tard. On va reparler. Alors face à cela, il y a un certain nombre de séfarades, notamment du Moyen-Orient, comme je vous l'ai expliqué, les communautés du Moyen-Orient qui ont coutume de consommer des légumineuses à Pessah. Pour les Sfaradim d'Afrique du Nord, notamment Algérie, Maroc, eux, il y en a qui le consomment, il y en a qui ne le consomment pas. Là aussi, c'est chacun selon ses minhag. En plus, c'est marrant parce que les minhagim ne sont même pas liés à tout ce qu'on vient de dire, parfois, à savoir des légumineuses qui sont cultivées dans le voisinage d'eux, mais simplement à cause du nom. Par exemple, les pois chiches, ils ne sont pas du tout cultivés dans un endroit où il y a du Hametz. Et pourtant, vous verrez peu de communautés où les gens mangent des pois chiches, surtout pas en Afrique du Nord, parce que le pois chiche, en arabe, c'est exact, c'est comme le hummus. C'est la même racine que Hametz. Alors pour cette seule raison, ils ne mangeaient pas. Et effectivement, on ne mange pas de pois chiches. Bon, c'est ça. Mais peu importe. Quelle que soit la raison, l'idée c'est quoi? C'est de dire que tout ce qu'on fait de manière symbolique, il y a des gens, vous savez, ils veulent tellement être rationnels qu'ils regardent toujours avec beaucoup de condescendance tous ces usages en disant ouais, bon, tu vois pas, c'est pas Hametz, c'est pas. Et ils n'ont rien compris. Justement parce qu'ils ne raisonnent pas avec leur âme, mais sûrement uniquement avec leur intellect qui est limité, alors ils arrivent à de telles démonstrations et conclusions. Ils ne comprennent pas que là où certains rabbins ou certaines communautés ont pris l'habitude de s'imposer quelques restrictions, sans non plus tomber dans la folie des restrictions, mais quelques restrictions, quelques barrières, c'est parce que cela produit un effet psychologique sur la personne qui du coup se met à réfléchir sur le sens de tout ça. Pourquoi? Comme je vous l'avais dit, si vous vous souvenez la semaine dernière, pourquoi la chose la plus sacrée qui est le pain, au point que si tombe par terre, on le ramasse et on l'embrasse même, s'il est propre bien sûr, et qu'on n'a pas le droit de le jeter. Le pain, on n'a le droit de jeter que le pain qui est usé, abîmé, souillé par un mauvais jus. Ou alors s'il est sec et immangeable. Sinon, le pain qu'on ne veut pas, soit on le laisse pour après pour le manger, soit on le donne aux pigeons. Mais on ne le jette pas, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est sacré. Pourquoi la chose la plus sacrée devient la chose la plus interdite pendant les 7 jours de Pessah en Israël ou 8 jours en Chutz La'aretz? Parce que pendant cette période-là, on est justement dans une symbolique essentielle, consistant à provoquer en nous une réflexion sur comment faire l'apprentissage de la véritable liberté. Quel rapport? Je vais vous dire tout de suite. Être libre, c'est être capable de ne pas succomber à une pulsion qui vient du cœur, du corps, des sensations, de tout ce qui est sensoriel, et se hisser à un niveau qui est celui de l'âme. Vous allez me dire tout ça, c'est des beaux mots, mais dans la réalité, ça veut dire quoi? C'est très simple. Dans la réalité, c'est que, voilà, je vois un gâteau magnifique, il est super beau, waouh, j'ai envie de le manger. Ce gâteau-là, il est Hametz, donc je ne le mange pas. Mais non, je vois exactement le même gâteau Kasher le Pessah, mais qui me rappelle le bon gâteau Hametz que je mange. Alors celui qui ne voit les choses que d'un point de vue purement rationnel, il va dire, non, il n'y a pas de Hametz, donc je le mange. L'autre, pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une sorte de réserve par rapport à cette manière de faire. Parce qu'on a l'impression que finalement, tout ce qui a été fait, dit et dicté par nos sages pour le Hametz, c'est pour nous faire comprendre que pendant une semaine, on doit garder une distance par rapport au Hametz et par rapport à tout ce qui nous rappelle le Hametz. Pourquoi tu vas te donner tellement de mal pour te donner l'illusion que tu vas prendre quelque chose qui est exactement comme le Hametz habituel? Mais c'est quoi ça? C'est tout le contraire du sens du brûlage du Hametz.
On brille le Hametz pour couper court à toutes ces pulsions ridicules et insaisissables et parfois incontrôlables. Et là, on se dit, ouais, c'est bon, là, tu vois pas. Je me rappelle depuis tout petit qu'on nous disait, ça, tu vas pas mourir si tu te passes de gâteau. Tu vas pas mourir si tu... Pourquoi ils disaient ces phrases avant? Parce que ils apprenaient à relativiser l'état de dépendance maladif auquel on a habitué les sociétés consuméristes à outrance, dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, et où on vous bourre le crâne à coups de publicité, mais alors en quantité astronomique, pour vous faire croire que si vous achetez pas le dernier cri de telle chose, ou si vous ne consommez pas de tel ou tel produit, alors ça y est, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Mais c'est quoi? C'est bon, des fois chez les mains, quoi, c'est pas possible. Il faut de temps en temps garder une certaine réserve. En tout cas, revenons à notre sujet. J'ai une question sur le riz. Le riz, on l'a cité, il fait partie de ces légumineuses que dans certaines communautés, c'est même pas une question, c'est presque une obligation pour eux d'en manger, les Tunisiens par exemple. Et c'est une raison, dit-on, historique, où il y a une année où c'est la seule chose qui est restée à manger. Ah oui, c'est ce que j'avais, je sais pas si c'était vrai. Oui. Genre Enfin, famille, j'ai pas vécu cette réalité. Mais il y a tellement de rabbinim tunisiens et de juifs tunisiens pieux qui nous l'ont rapporté. Donc, je me doute que ça n'a pas été inventé. Il y a aussi des raisons purement circonstancielles, historiques, où c'était ça qui permettait... et comme effectivement sur le plan de ce qu'on appelle Rikala des Dina, c'est-à-dire la stricte halakha, il n'y a pas d'interdiction de manger du riz. Donc ils ont dit, alors on mange. Alors, du coup, quand quelqu'un vous dit que quelque chose est permis, waouh, c'est une victoire. C'est une victoire. C'est permis, alors on va s'éclater. Bon, c'est... D'accord, celui qui a envie de manger du riz parce qu'il a l'impression qu'en mangeant du riz, il passe mieux Pessah. Ben, comme on dit en anglais, psarto, que bien lui fasse. Mais d'autres n'ont pas cet usage de prendre du riz. Bon, c'est presque un détail. En tout cas, certaines communautés séfarades ont également l'habitude justement d'être rigoureux, puisque certains ne consomment pas de riz, puisque vous parlez de ça, ils n'en consomment pas. Par exemple, en Algérie ou au Maroc, ils n'ont pas l'habitude de manger du riz. Mais bon, si ça arrive, ils ne vont pas en mourir, ils ne vont pas en faire une affaire d'État. Mais c'est aussi le cas de la communauté de Smyrne en Turquie. Donc au Maroc, nombreux sont ceux qui ne mangeaient pas de riz à Pessah, ni même d'autres espèces de légumineuses sèches. Alors le Rav qui cite le Maroc, c'est parce qu'en fait, les seuls qui connaissent, c'est les rabbins marocains. Mais moi qui connais les rabbins algériens et leurs ouvrages, je peux vous dire que c'était exactement la même chose en Algérie. Et en l'occurrence, il est bon, comme le conclut très bien le Rav ici, il est bon que chacun perpétue la coutume de ses ancêtres. Et quand le mari et la femme sont originaires de communautés différentes, l'usage est de suivre les coutumes du mari. Même à ceux qui ont coutume de ne pas manger de légumineuses, des fameuses kitniyot, il est permis d'en garder chez soi pendant Pessah, puisqu'ils sont pas Hametz. Donc à la limite, s'il vous reste du riz à la maison, qui n'a pas été consommé, et qui n'est évidemment pas mélangé à autre chose, vous l'avez à la maison, vous n'êtes pas obligé de le vendre. Quand pour ceux qui ont l'habitude de vendre le Hametz pendant Pessah, je dis pour ceux parce que j'avais déjà expliqué lors d'un précédent cours que nous n'avons pas l'usage, nous, de vendre le Hametz au Pessah. On s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de Hametz du tout. Si quelqu'un a une grosse quantité, vraiment, alors ok, c'est pour ce quelqu'un-là que les sages ont mis sur pied cette autorisation de vendre du Hametz. Pour évidemment ne pas qu'il y ait une perte considérable sur le plan financier, ou alors des personnes qui sont tellement pauvres que même un demi-paquet de pâtes, pour eux, c'est beaucoup. Dans ce cas-là, ils l'enferment dans une garage ou dans une chambre ou même dans un buffet, ils le condamnent et ils le vendent. Ok. Ou alors des personnes âgées qui sont tellement âgées, et tellement seules, que voilà, même pour faire des courses, c'est difficile. Vous voyez, donc c'est pour des cas extrêmes. Mais quelqu'un qui, grâce à Dieu, il est jeune, en bonne santé, il n'est pas à ça près, il lui reste quoi, un demi-paquet de pâtes et un bol de riz, qu'il a qu'à le donner à la femme de ménage ou à un voisin avec lequel il s'entend, au lieu de commencer à faire des bouts de papier.
C'est tout. C'est uniquement pour les grosses quantités, ceux qui risqueraient de faire ce qu'on appelle une perte d'argent considérable. Alors à ce moment-là, c'est fait pour eux la vente du Hametz. En tout état de cause, celui qui a chez lui des produits qui ne sont pas Hametz, mais simplement ils n'ont pas l'estampille du Kasher, les Pessah. Alors ces choses-là, on n'a pas l'habitude de les consommer pendant Pessah, mais on peut les garder. Chez soi, on les met dans un buffet ou dans un coin de la cuisine, et on n'y touche pas. Vezéo. On fait ça, on met ça à côté de la vaisselle, par exemple, de Hametz, qui n'a pas besoin d'être vendu, qui ne doit pas être vendu d'ailleurs, et pour les raisons qu'on avait déjà expliquées, parce que si on vend la vaisselle Hametz pendant Pessah, alors une fois qu'on va la racheter, puisque entre-temps, elle a appartenu à un autre propriétaire non juif, donc il faut le retremper au mikvé. Vous avez tout faux, vous avez tout perdu. Enfin, tout perdu non, mais c'est tout recommencer, c'est pas... Imaginez une batterie de cuisine entière, c'est pas évident. Donc autant vous décidez, vous condamnez, après avoir évidemment nettoyé à fond votre vaisselle, vous condamnez, vous fermez, et vous reprenez ça après Pessah. Pour les besoins d'un malade, évidemment, la règle est encore plus indulgente, puisque ceux-là même qui d'ordinaire sont rigoureux pour les kitnéotes, pour ces fameuses légumineuses, eh bien, ils seront autorisés à manger des légumineuses en raison de leur état de santé. De même, il est permis de nourrir les bébés de préparation à base de légumineuses quand ils en ont besoin. D'ailleurs, souvent dans les cache-routes modernes, ils vous disent kasher les pesach les ochle kitniot. C'est kasher pour Pessah pour ceux qui mangent des légumineuses. Vous verrez souvent cette mention. Est-ce que c'est clair maintenant? Vous savez tout sur les légumineuses? Alors on passe à autre chose.